Et avec beaucoup d'intérêt que j'aimerais partager avec vous, donc des réflexions sur cette approche par les droits en matière de développement et en matière de solidarité internationale. Alors, je commencerai par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est un peu le texte éthico-juridique qui organise la pensée des droits de l'homme au niveau universel. Alors, ce texte de la Déclaration de 1948 est un texte très important, même aujourd'hui, et malgré le fait que ce soit une déclaration, parce que dans sa philosophie et dans sa conception, on a une vision intégrale des droits de l'homme. Et dans le préambule, il est dit que les droits humains fondamentaux sont un idéal commun. Donc c'est une ambition humaine, ce n'est pas juste une déclaration de principe, puisque le contenu du texte est né de l'expérience humaine dans la longue durée. Cet idéal concerne tous les organes de la société. Alors je le souligne doublement, parce que ne sont pas concernés que les États, puisque lorsqu'on parle des droits de l'homme, on voit les gouvernements, les dénonciations. Non, ce sont tous les organes de la société qui sont concernés et qui s'efforcent de développer le respect des droits et libertés. Alors, dans la définition des droits fondamentaux qui définissent ce qu'on appelle les droits de l'homme, vous avez deux catégories essentielles. D'abord, les droits dits civils et politiques, les DCP, que moi j'ai appelé des droits qui ont trait à l'individu atome, puisque ces droits civils et politiques visent à protéger la liberté de la personne et l'autonomie de la personne. Donc, vous les avez d'une part, et c'est une catégorie de droits de l'homme, les droits civils et politiques. Ces droits sont aux articles 2 à 21. Vous avez ensuite les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont aux articles 22 à 27. Ces droits économiques, sociaux et culturels intéressent l'individu, mais en tant que membre de la société. Ça veut dire que l'individu libre, il ne vit pas seul, et comme il est en société avec d'autres, il a un ensemble de droits, mais qui s'exercent dans le lien avec les autres. C'est pour ça que je l'appelle liberté-lien, ou liberté en sécurité sociale, c'est-à-dire dans la sécurité du lien social. Et il y a un droit au niveau international que je peux appeler aussi droit-devoir, que je mets en lien. C'est à l'article 28 de la Déclaration universelle qui dit que tout individu a droit à un ordre social et international favorable à l'exercice des droits de l'homme. Dans le cadre de la solidarité internationale, si on veut avoir une approche par les droits, il faudrait que nos interventions d'assistance, j'essaie de les placer en deux moments, dépassent le cadre des besoins fondamentaux qui ne sont pas couverts. Il ne suffit pas de faire un puits, de l'eau potable, c'est important sans doute, hein, des centres de santé, des écoles, des ateliers, des livres, etc., d'aller faire des aides sur place, de construire des écoles sur place, etc. Si on s'arrête à ces dispositifs, c'est important, c'est bien, mais c'est dans le cadre de l'humanitaire, de l'aide d'urgence. On n'inscrit pas cette aide d'urgence dans un cadre de développement, dans un cadre d'indépendance, de construction, etc. Donc c'est pour ça que l'approche par les droits intervient ici en plus, pour avoir une démarche émancipatoire. Et dans l'approche par les droits, on considère à la fois les droits et aussi les chaînes de responsabilité. Et quand je dis chaîne de responsabilité, je reviens au préambule de la Déclaration universelle, c'est tous les organes de la société et aussi des devoirs des individus. Donc, intervention dans une chaîne de responsabilité, donc à la fois les obligations des États, des gouvernements, mais aussi les obligations des tiers, des communautés, des communes, des mairies, mais aussi des citoyens qui doivent partager, etc., ou qui doivent payer un impôt, ou participer à une redistribution, etc.
Et pour ça, on est obligé de promouvoir les sociétés civiles locales, puisque c'est de leur responsabilité. Si on ne veut pas être dans la dépendance, si on ne veut pas faire à la place d'eux, on est obligé de promouvoir les organisations de la société civile locale pour qu'il y ait cette confrontation politique, ce débat démocratique, cette interpellation des citoyens, que ce soit des autorités ou non, pour la mise en œuvre des droits. Et Terre des Hommes France a décidé de passer à un autre modèle que moi j'appelle post-humanitaire, qui est au-delà de l'urgence et qui tente de concilier urgence et développement, mais par les droits. Et là, Terre des Hommes a décidé de ne plus avoir des bureaux à l'étranger, mais d'accompagner les associations, les acteurs locaux, les communautés locales en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et dans le cadre de nos actions, il y a encore de l'aide directe parfois. Mais cette aide directe est intégrée à de la formation, action au droit, à la possibilité pour les populations, les associations locales d'interpeller les autorités locales, mais à partir de leurs projets qu'ils essayent de mettre en œuvre. Alors ça n'empêche pas qu'on ait parfois des discussions du projet pour l'intégrer dans une approche par les droits. Mais on va sonder le terrain et on voit les activités qui sont mises en place par les communautés. Et puis, toute cette activité est relayée par nous à Terre des Hommes France dans le cadre du plaidoyer international, que ce soit en France, auprès du gouvernement dans le cadre de l'aide au développement, ensuite dans les réseaux européens, dans les forums mondiaux, etc., etc. On a accompagné Phil Rights aux Philippines, qui est une organisation locale avec des acteurs de la société civile dans le cadre de la protection des populations autochtones de Pao et d'Idipio, parce que ces zones sont riches en ressources minières et ont reçu voilà, les multinationales habituelles d'extraction. Et ce qui a amené à déplacer les populations, ils se sont retrouvés avec des besoins fondamentaux. Donc au lieu d'aller directement vers ces populations, de leur donner à manger, distribuer de l'eau, etc., on a plutôt accompagné l'organisation Phil Rights et d'autres organisations auprès de ces populations. Et donc ce qui fait qu'on n'est pas intervenu directement. Et Phil Rights a travaillé autour des lois minières dans le cadre de la mondialisation, globalisation, investissement direct étranger, pour voir comment, dans le cadre des actes gouvernementaux philippins, il y avait un ensemble de contradictions avec le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par les Philippines. Ce qui a amené un ensemble de plaidoyers, mais en lien avec les droits qui sont violés ici. Donc si on reprend les droits qui sont dans les traités de droits de l'homme, parce que ratifiés par le gouvernement, on peut remettre le gouvernement face à ses obligations internationales, et ce sont les acteurs locaux qui le font. Mais en le faisant, du coup, on est obligé de sensibiliser ces populations à utiliser voilà, ces outils juridiques, bien sûr avec les experts, mais à comprendre comment ils en sont arrivés à avoir de ces besoins sociaux fondamentaux. Alors ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne nos partenaires à créer des plateformes pour faire des rapports alternatifs, puisque les comités contrôlent la mise en œuvre des droits par les États, les organisations de la société civile peuvent dire leur contre-rapport auprès des experts des Nations Unies. Donc nos partenaires peuvent créer des plateformes locales avec d'autres ONG, et ça leur permet aussi de connaître leur terrain, de connaître les lois, de connaître les statistiques locales et de pouvoir faire des contre-rapports. Ils connaissent mieux leur terrain. Ils n'attendent pas qu'on vienne les aider. Donc ils peuvent faire déjà un certain nombre d'activités, y compris de sensibilisation, d'interpellation des autorités locales, etc.
Alors, je ne peux pas développer là, mais le travail de constitution d'un rapport alternatif est un travail formateur, mais à divers titres. Parce que la société civile locale se forme à connaître la réalité, parce que dans beaucoup de cas, ils ne connaissent pas, à part de dire qu'il y a violation des droits théoriques, ils n'ont pas une emprise directe sur leur réalité locale. Ils découvrent. Et donc, en plateforme, ils peuvent se partager les tâches. Et il y en a qui habitent dans certaines zones, d'autres pas. Et donc, ils mettent tout ça ensemble et ils ont une vision globale. Et parfois, eux-mêmes forment leurs autorités locales, gouvernementales, à connaître leur situation. Puisqu'on n'est pas dans des systèmes véritablement assez démocratiques. Mais ceci permet à la population, à la base, de connaître le terrain, de faire le lien avec les droits et de parler concrètement. Alors, lorsqu'on a fait ce travail avec les Philippines, ils ont défini des indicateurs propres à leur société pour dire qu'est-ce que le droit à l'alimentation et quelle est l'obligation de l'État. Qu'est-ce que le droit au logement et quelle est l'obligation de l'État. Ils ne vont pas prendre les indicateurs de société industrielle pour se dire après, non, ce n'est pas possible. Ils ont dit, par exemple, qu'une personne doit se nourrir 2 fois, mais en lien avec les traditions. Et ce n'est pas les mêmes types de, comment je peux dire, de culture culinaire ou alimentaire, etc. Mais pareil pour le droit au logement, ils n'ont pas pris les grands cadres de partout avec les logements sociaux, briques ou je ne sais pas. Ils ont parlé des barangays avec voilà, des modalités propres à du terrain. Donc ça permet de rendre les droits incarnés et possibles concrètement pour les gouvernements et pour eux. Bon. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, je suis une ONG comme vous autres, qu'on essaye de faire beaucoup d'efforts dans nos projets pour la promotion et le développement des droits des personnes. Dans notre cas, c'est les droits des enfants. Alors, pour nous, la Convention des droits de l'enfant, il y a un droit très important à traiter, c'est notre perspective, c'est le droit à la participation. Pour nous, c'est fondamental, travailler cette optique-là et qui n'est pas très connue ni pas beaucoup traitée. Et pourquoi nous pensons cette hypothèse? Parce que nous pensons que le fait de travailler le thème de la participation, ça déclenche un processus pour lutter pour les autres droits. Et ça, nous avons eu pas mal d'expérience dans beaucoup de nos projets. Parce qu'à un moment donné, quand les enfants se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont le droit de parler, le droit à la parole, le droit à traiter de leurs propres problématiques, le droit d'intervenir dans la société, dans leur communauté, quand ils arrivent à comprendre ça, pour nous, c'est quelque chose de clé. Notre manière d'envisager le travail, c'est renforcer les mouvements sociaux. Même les enfants sont organisés. Et alors, du moment qu'ils sont organisés en mouvement social et ils font partie de la société civile, nous, on essaye tout le nécessaire pour renforcer cette action. Comme mon collègue vient de dire, c'est important de promouvoir les sociétés civiles sur place et accompagner les mouvements sociaux locaux. Pour nous, à Asunción, on a créé une expérience qui s'appelle École de formation des leaders. Et cette école de formation des leaders, c'est une espèce de petite université. Ils peuvent le faire dans les locaux que nous, on les a soutenus, financés, avec un accord avec l'Université nationale, l'école de sociologie et de travail social, les accompagne. Et alors, il vient une centaine d'enfants et adolescents qui suivent toute information
des droits politiques, des droits sociaux, des aspects culturels, etc., etc. Alors, ces enfants, qui sont environ une centaine, ils appartiennent pas seulement à l'association des enfants travailleurs, mais aussi à d'autres associations des quartiers, associations d'indigènes et d'autres paysans. L'idée, c'est essayer de créer et de renforcer toute une dynamique sociale. Donc, c'est tout à fait ce que mon collègue vient de dire, comment accompagner et promouvoir ce type de mouvement. Nous pensons que par là, c'est notre hypothèse, que c'est par là qu'on arrive à défendre les droits des enfants, qu'ils ont droit à la parole, qu'ils ont droit à être écoutés et qu'ils ont un mot à dire, eux-mêmes, par soi-même, et pas par la voix des adultes. Ils ont le droit de s'exprimer eux-mêmes, et nous, on soutient ce type d'expérience.